Je voudrais demander à Thierry Lesage, qui est vénérable maître de Jean Scott Érigène, la loge de recherche, je voudrais lui demander de nous présenter un peu ce qu'est la loge de recherche en général, la loge de recherche Jean Scott Érigène, et finalement de répondre à la question, que recherche une loge de recherche? Déjà, une loge de recherche, par principe, va se dédier à une mission bien particulière. C'est-à-dire que c'est une loge qui ne va pas initier, qui ne va pas amener des apprentis à passer le grade de compagnon, à devenir maître, etc. Voilà. C'est une loge qui a une mission bien particulière. Concernant Jean Scott Érigène, qui a été créé il y a une quarantaine d'années, le but est de faire travailler des maîtres, jeunes ou un peu plus avancés, le troisième, spécifiquement le troisième degré du rite écossais ancien accepté, dans un double but. Le but d'aller à la recherche de ce que l'esprit du rite écossais ancien accepté peut nous transmettre et doit nous transmettre, ce qu'on peut y découvrir, et également de faire travailler ces jeunes maîtres dans un but de perfectionnement pour leur donner tous les outils leur permettant de poursuivre leur cheminement. Euh, L'esprit de mes illustres prédécesseurs, l'idée, disons, de mes illustres prédécesseurs partait d'une constatation disant que moi, ça m'amuse toujours un petit peu quand j'entends ça. Mais bon, certaines loges parisiennes disent que bah, on n'a pas le temps de travailler le troisième degré parce qu'on a beaucoup de choses à faire et puis que le troisième degré, ben, c'est quand on a une cérémonie d'élévation. Or, il y a beaucoup de choses à travailler en dehors des cérémonies. La cérémonie d'élévation est fondamentale, mais il y a plein de pistes à explorer et c'est ce à quoi on se dédie au sein de Jean Scott Érigène. Alors, on est une loge d'études et de recherche. L'étude du troisième degré du rite écossais ancien accepté, c'est ce que l'on va faire lors des, comment dire, lors de nos tenues, où on ouvre, on travaille, on ferme de la façon la plus rituelle possible. Et la recherche, ça concerne davantage comment dire, la rédaction et la parution des cahiers de Jean Scott Érigène. Alors, j'aimerais savoir pourquoi nouvelle série. On était sur un schéma différent où chaque nouveau cahier était confié à un rédacteur en chef qui se chargeait de trouver des contributeurs sur un thème bien précis. Alors, il y avait, par exemple, l'utopie maçonnique, il y avait l'apocalypse du réel, voilà ce genre ou islam et franc-maçonnerie, par exemple. Bon. Et c'est une formule bon, qui fonctionnait euh, voilà, comme ça devait et comme ça fonctionnait très bien. Mais d'abord, ceux qui s'en occupaient à ce moment-là, la vie fait qu'ils se sont éloignés de notre Orient, etc. Plus personne comment dire, n'avait repris le flambeau. Euh, et notre très cher frère Christophe Bourseillet, qui nous a rejoint de façon très active, qui a été vénérable, qui est une passée vénérable maître à qui j'ai succédé, euh, lui a repris. Puisque ce numéro s'appelle Les voies initiatiques, j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les régions et quels sont les domaines qui sont abordés dans ce numéro 4, les voies initiatiques. Ce qui s'est passé, c'est que dans ces voies initiatiques, nous avons exploré donc les voies initiatiques telles qu'elles sont faites sur le continent africain. Donc, il y a tout un article là-dessus. Nous avons exploré, grâce au travail de Christophe Bourseillet, la contre-initiation, c'est-à-dire l'initiation aux contre-valeurs et à ce qu'on pourrait appeler un peu de l'initiation un peu maléfique. Et en ce qui me concerne, j'ai partagé mon expérience d'initiation par les arts martiaux, notamment l'aïkido, quoi. La première question que je voudrais poser sur l'aïkido, c'est est-ce que c'est un combat ou un perfectionnement intérieur? Vu de l'extérieur, ça ressemblerait à un combat, mais en réalité, en fait, ça reste un perfectionnement intérieur utilisant des techniques de combat ancestrales venues du Japon.
Le principe de l'aïkido, c'est que ça n'est pas une compétition et chacun se perfectionne mutuellement en se mettant tour à tour dans le rôle de l'attaquant et du défenseur. Donc l'attaquant Uke, défenseur Tori, et chacun prend le rôle à tour de rôle pendant l'entraînement. C'est-à-dire que ça requiert donc de bien connaître les gestes d'attaque et de bien connaître les gestes de défense, de parade et de réception, évidemment. Et évidemment, c'est à ne pas reproduire en dehors du dojo. Et ça fait aussi partie de notre code de conduite. C'est-à-dire qu'on apprend à prendre conscience de la capacité de destruction qu'il y a en chacun de nous, mais les valeurs de l'aïkido sont telles que nous nous interdisons de les utiliser, sauf cas réellement exceptionnels. Par contre, la souplesse et comment dire, l'agilité que ça développe peut permettre parfois de sauver des situations. À titre personnel, j'ai fait il y a quelques années une chute dans un escalier dans une grande ville. Heureusement, j'ai su me réceptionner grâce à mon entraînement d'aïkido. Sinon, peut-être que je ne serais pas ici en train d'en parler. Je voudrais savoir, puisque c'est une voie initiatique, est-ce qu'il y a des similitudes avec la franc-maçonnerie et si oui, lesquelles? Oui, il y a beaucoup de similitudes dans le sens où il y a une pratique rituelique. En franc-maçonnerie, nous ouvrons nos travaux, donc avec tout un rituel d'ouverture, donc que nos auditeurs connaissent pour la plupart. Ceux qui ne connaissent pas peuvent toujours se référer à des ouvrages de vulgarisation ou des ouvrages romanesques qui expliquent ça. En Aikido, c'est la même chose. Nous avons un rituel d'ouverture. Le maître et les élèves saluent ensemble donc une construction qui s'appelle un kamisa, qui est en général constitué d'une photo des fondateurs de l'école et du fondateur de l'aïkido, une calligraphie et un bouquet de fleurs très joliment arrangé. Donc le maître et l'élève saluent ensemble. Ensuite, le maître et les élèves se saluent mutuellement dans un geste de reconnaissance mutuelle avec une parole. Donc selon les écoles, il peut y avoir une parole rituelle qui est par exemple je vous remercie de nous faire part de votre enseignement, qui se dit en japonais. Ça dépend bien sûr des écoles. Mais il y a ce rituel qui nous permet de passer de l'état entre guillemets profane à l'état aïkido, c'est-à-dire j'ai fait le salut, je suis prêt à recevoir la leçon, et je suis prêt à m'entraîner. Et à la fin, donc, on redescend dans le monde entre guillemets profane par le salut mutuel et on remercie donc le maître, on remercie les camarades par ce salut mutuel et on revient sur terre en quelque sorte. Dans votre article, Jocelyn, vous parlez du kinomichi, et je me demandais si le kinomichi n'était pas une variante un peu plus ésotérique de l'aïkido ou pas. Il y a un ésotérisme effectivement. Donc le kinomichi a été développé par maître Masamichi Noro et a été repris donc par sa veuve puis par son fils, qui sont mes actuels enseignants, hein, je ne m'en cache pas. Et effectivement, il y a tout un ésotérisme qui existe. Maître Noro, en fait, avait créé tout un système de classification des techniques et une approche très très différente de l'aïkido traditionnel. Donc c'est un travail qui est énormément basé sur l'assouplissement et le perfectionnement. C'est vraiment une voie de perfection par la souplesse et par la relation aux autres. Et il y a un ésotérisme dans le sens où il y a certains enseignements cachés. Maître Noro n'a jamais voulu expliciter ce qu'il a voulu dire, donc son enseignement est caché et charge à chacun de réfléchir à ce qu'il a laissé. Donc certains sont allés très loin et ont publié dans un ouvrage justement toute une réflexion ésotérique sur les nombres employés par Maître Noro. Vous parlez de l'esprit de résonance. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Tout à fait, oui. Donc la résonance, c'est un phénomène. Alors c'est pas le phénomène physique de résonance qui fait par exemple qu'on a une amplitude maximum sur une balançoire, mais c'est l'application de ce phénomène physique adapté à la relation sociale. Donc et c'est un philosophe et un sociologue allemand, Hartmut Rosa, qui l'a développé. En fait, c'est un mode de relation où chacun va en fait entrer en relation mutuelle avec l'autre. Donc, il l'avait développé en théorie dans un gros ouvrage. Il en a repris une partie dans un ouvrage qu'il a consacré l'an dernier à la musique heavy metal. Et il explique en fait qu'un concert de métal, ça modifie autant celui qui joue que celui qui écoute. Et il peut y avoir des phénomènes des phénomènes de masse assez puissants qui sont un peu comparables à l'égrégore maçonnique et qu'il met en fait sous le nom de résonance. Ok. Terminé par vos deux derniers articles sur des films. Donc vous parlez de Kung Fu Panda. Alors c'est plutôt pour les jeunes et puis de
Under the Silver Lake, qui là parle un petit peu de la contre-initiation. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, bon, pour Kung Fu Panda, effectivement, donc c'est une tétralogie donc, de films d'animation orientés autour des arts martiaux. En apparence, donc, fait pour les enfants, mais comme beaucoup de films pour enfants, il y a beaucoup de références pour des films plus adultes. Bon, personnellement, j'aime beaucoup cette série. Et je me suis amusé, effectivement, dans la continuité de l'ouvrage que nous avions fait ensemble il y a quelques années sur les films BD et jeux de rôle. Donc, j'ai continué un peu avec cette démarche et c'est ce que me permettent les cahiers de Jean Scott Erigen, continuer cette démarche avec la culture populaire. Donc, et j'ai décidé donc de faire effectivement un article sur toute cette tétralogie et qui rentre, ce qu'on disait tout à l'heure, en résonance avec mon article sur l'aïkido. C'est-à-dire que on voit le cheminement initiatique et personnel de Po, le panda maladroit, un peu neuneux, un peu bête, un peu simplé, qui, à la fin du 4e opus, deviendra le maître de sagesse du kung-fu. Et c'est tout ce cheminement que j'ai trouvé intéressant donc, de voir à travers effectivement le prisme d'un côté d'un film pour enfants et le prisme maçonnique de l'autre. J'ai vraiment cherché un sens un peu plus profond que la simple histoire pour enfants hollywoodienne D'accord. qui est présentée. Under the Silver Lake, c'est un peu différent. Donc, c'est pas à proprement parler un film populaire. Ça reste du cinéma d'auteur, donc de Robert David Mitchell, qui s'est énormément inspiré d'autres, notamment de David Lynch et d'Alfred Hitchcock pour son œuvre. Et il a également repris dans ses plans des vieux films ou des scènes, des scènes supprimées de films avec Marilyn Monroe. Et effectivement, son idée était de présenter une vision très sombre et très maléfique de la Californie, de la culture californienne et du cinéma. En fait, donc, ce film avait été présenté à Cannes en 2018. Ça n'a pas été un succès populaire, mais ça a été un succès d'estime. Donc, les cinéphiles avertis en pensaient énormément de bien. C'est un film qui est considéré comme culte et qui nous fait effectivement voyager dans le côté vraiment très sombre de la culture populaire, jusqu'à la révélation finale, en fait, avec cette espèce de secte étrange et tout cet ésotérisme caché derrière des trucs très innocents, comme par exemple une carte au trésor sur une boîte de céréales, ou des séries de comics un peu underground, ou des clins d'œil dans les jeux vidéo, ou le fait d'écouter un 45 tours à l'envers pour entendre un message codé en morse. Voilà, il y a cette espèce de chasse au trésor, mais qui donne aussi un côté initiatique, puisque donc, le personnage joué par Andrew Garfield va découvrir petit à petit la face cachée. Il va vraiment être initié à ce qu'est le mal dans sa conception la plus raffinée et la plus absolue, pour au final se retrouver sans rien. C'est un petit peu comme à la fin du deuxième degré, à la fin de la cérémonie, on est un peu sans rien. En termes savants, on appelle ça une apocatastase. Il se retrouve absolument sans rien. Il n'a même plus son logement, il n'a plus rien, il a presque plus son nom. Par contre, il a une chose, il sait ce qu'il y a derrière les murs d'Hollywood. Personnellement, j'ai modestement participé sur un tout autre chemin puisque j'ai fait part de euh, de ma progression vers Compostelle. Donc c'est une autre histoire. Et, euh, et là, on va à la découverte de soi-même et à la rencontre de ce qu'on espère être le bien. Ça, c'est juste par rapport au cahier actuel. Le prochain cahier, le thème n'est pas précis, n'est pas encore arrêté, mais portera certainement autour de la transmission et en quoi le maître, comment peut se définir son devoir de transmission. Parce qu'on reçoit la lumière, mais si c'est pas pour la transmettre, à quoi ça sert de la recevoir? Thierry et Jocelyn, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour ce numéro 4 et bonne route pour le numéro 5. À très bientôt.